Salut, moi c'est Audrey, alias la cheftaine. Comme beaucoup, j'ai longtemps cru que ma valeur dépendait des autres. Mes parents, mes profs, mon conjoint, mon boss et même ma gynécologue. Entre syndrome de l'imposteur et doute permanent, je me sentais prisonnière de mes étiquettes. Mais ça, c'était avant. Avant de réaliser que je n'étais pas seule à me traîner tous ces boulets. Et surtout, avant de décider de tout envoyer valser. La cheftaine, c'est un podcast où on parle de ce qui nous freine, mais aussi de ce qui nous inspire. En solo ou avec mes invités, j'ai décidé de secouer le cocotier. Alors, si toi aussi tu cherches à te reconnecter à ta propre valeur et que tu veux un boost d'énergie positive, c'est parti. Bienvenue dans La Cheftaine, le podcast sérieusement décalé. Place à l'épisode du jour. Bonne écoute! Salut et bienvenue dans ce nouvel épisode de La Cheftaine, le podcast. Je suis ravie de te retrouver pour partager un nouveau parcours de vie, celui d'une nouvelle femme entreprenante. Bon, je tiens juste à faire une petite précision parce que j'ai eu des petites remarques ou des réflexions curieuses qui m'ont fait un petit peu sourire d'ailleurs. Donc non, je n'ai rien contre les hommes, bien au contraire, mais je trouve que notre société manque cruellement de modèles féminins. Donc voilà, la cheftaine, c'est un petit peu ma modeste contribution à l'évolution, en gros. Ceci étant dit, je lance un appel à la jante masculine. J'aimerais construire un épisode, voire même plusieurs, je me limite pas nécessairement. Donc un épisode de podcast avec un homme autour du féminisme et du regard du masculin là-dessus. Enfin voilà, j'ai une petite idée en tête qui mérite d'être creusée et développée. Donc si tu es un homme et que tu te retrouves dans les valeurs que je partage avec ce podcast, contacte-moi. Bien, passons à l'intro de l'épisode du jour. Je l'ai baptisé « Du chocolat à la purée de petits pois, il n'y a qu'un pas ». Ou presque. Stéphanie a tout quitté il y a 7 ans pour monter sa première structure d'accueil pour jeunes enfants, la microcrèche Petit Loup, du nom de sa fille Lou. Alors jeune mère de famille, et après une décennie de salariat dans la même structure, elle fut happée par l'envie d'ailleurs et par ce nouveau défi. Grâce à un entourage encourageant, mais aussi à une grande détermination, elle a réussi à mettre ses doutes de côté pour concrétiser son projet. Un défi colossal entre reconversion, gestion d'entreprise, maternité et un soupçon de syndrome de l'imposteur malgré tout. Dans cet épisode, elle partage son parcours, ses erreurs et ses victoires. La cheftaine, le podcast, nouvel épisode, c'est parti. Bonjour Stéphanie. Bonjour Audrey. Bienvenue sur le podcast de la cheftaine. Merci de me recevoir. Merci d'avoir accepté mon invitation. Ouais, avec plaisir. Alors, toi Stéphanie, tu as un parcours atypique. Tous les parcours sont atypiques, mais toi, tu es passé du chocolat à la purée de petits pois. On peut dire ça comme ça. C'est un peu ça. Et je trouvais ça original comme présentation. Voilà, je pense que je vais le garder en titre. Du chocolat à la purée de petits pois. Stéphanie, on se connaît un petit peu. Voilà. Voilà, donc c'est ce qui fait que c'était il y a longtemps. la conversation va être d'autant plus sympathique. Mais les autres personnes qui nous écoutent ne savent pas qui tu es. Non. Donc, je t'invite à te présenter. Dis-nous qui tu es, ce que tu fais et d'où tu viens. Alors, moi, je suis Stéphanie. Je suis mariée à Pierre. Voilà. Nous avons une petite fille qui s'appelle Lou, qui a 7 ans. C'est important, son prénom, pour la suite. D'accord. Je suis catalane. Je suis née à Perpignan. Et je suis directrice de microcrèche. Et donc, bon, spoiler dans le titre, donc tu es à la purée de petits pois aujourd'hui, mais ça n'a pas toujours été le cas. Est-ce que tu peux revenir un petit peu sur ton parcours professionnel? Alors, ça compte déjà, il y a un petit moment. Moi, j'ai commencé à travailler pendant mes études parce que j'ai fait un BTS et une licence en alternance. Dans quel domaine? Donc, je bossais chez un grossiste en plomberie. D'accord. Donc, à 18 ans, avec 15 hommes. On apprend beaucoup. Ah oui, oui. Voilà. C'était dans les bureaux administratifs? C'était dans les bureaux. C'était pendant du coup mon alternance. J'allais entre l'entreprise et l'école. Et ça a duré 3 ans. Ok. Voilà, c'était une super expérience. J'ai été très triste quand je suis partie. C'est moi qui ai fait le choix de partir. Parce que j'avais 21 ans, je voulais voir le monde. Donc, mais j'étais très triste. Ça a été presque une rupture. J'ai beaucoup pleuré quand je suis partie de là-bas parce que finalement, moi, petite jeune fille, j'étais bien entourée de tous ces gars qui finalement
prenez soin de moi. Ouais, c'est génial, il veillait sur toi. Voilà. Et ça a été dur de les quitter. Et puis, le chocolat est arrivé. Voilà, j'ai postulé chez C'est Moi en 2008 et j'ai passé 10 ans là-bas. Je suis rentrée chez C'est Moi juste pour un petit CDD et puis j'y suis restée 11 ans même. Voilà. T'étais dans les ressources humaines, non? Alors non, j'étais dans les emballages. D'accord. J'étais dans le service qui crée les emballages des chocolats. Ah, donc un service créatif, Voilà. Ouais. J'étais persuadée que t'étais dans les RH. Et non. Et donc. Quoi qu'on emballe aussi pas mal dans les RH, hein. C'est pas faux. C'est pas faux. Oui, ouais, effectivement. Donc voilà, j'ai été embauchée comme secrétaire et petit à petit, je suis montée. Voilà, et à la fin, je gérais pas mal de choses un petit peu partout en France. J'ai adoré travailler chez C'est Moi. J'ai adoré travailler dans le chocolat. C'était un monde qui faisait rêver les gens. Et est-ce que t'avais du chocolat? Et j'avais du chocolat tout le temps. Mais ça, c'est formidable. Voilà. Prise de 5 kilos en moyenne par entrée chez C'est Moi. Ah oui? C'est la pesée. Ouais, c'est la pesée. Donc oui, j'ai adoré travailler dans le chocolat. J'ai adoré aller dans les usines. J'ai voyagé. Enfin, ça a été vraiment une super expérience. À un moment donné, le groupe a grossi. C'est là que ça est devenu plus compliqué. Oui, pour les locaux, c'était comme Talou à l'époque. C'est ça. Voilà. Et puis les groupes se font et voilà. fusion, etc. Les choses évoluent avec plus de monde. Ouais. Et donc, à quel moment t'as ressenti un petit peu ce besoin de changer de cap? Il y a eu un événement déclencheur en particulier ou c'est une accumulation peut-être? Ouais, je pense que c'est une accumulation. C'est vrai, justement, le groupe a beaucoup grandi, donc c'était plus cette ambiance familiale que moi j'ai connue les premières années. Donc voilà, on nous demandait plus de performances, plus de chiffres, il fallait tout justifier. Voilà, on avait pas mal de pression. Donc je sentais que j'avais fait un peu le tour et que j'étais pas plus épanouie. Voilà, c'était plus le monde du chocolat qui fait un peu rêver. On parlait plus de chiffres que de chocolat. Donc ça a commencé à être un peu voilà, j'étais pas enjouée d'aller bosser en fait. Tu t'y retrouvais pas dans les retrouvais valeurs, dans tout plus, ça. j'avais fait le tour. On m'a proposé d'autres postes, mais j'avais perdu un peu La niaque, l'envie. Ouais, c'est ça. C'est ça. Et quel est le petite enfance alors? Parce que ça là pour le coup c'est un sacré grand écart. Du coup pour l'instant t'en parles pas du tout, ça vient pas. T'avais pas ta fille encore. J'avais pas alors oui, j'ai eu ma fille. Quand ça a commencé un peu à se dégrader, je me suis dit bon tiens, on va faire un bébé. C'est le moment, voilà. J'ai 30 ans, je m'ennuie dans mon boulot. Je vais faire mon bébé, on verra bien après. Peut-être que la vision de la vie va changer et que ça m'ira bien, ou peut-être que j'aurai envie de changer. Mais bon, voilà, il fallait que je me trouve un projet. D'accord. Projet bébé. Voilà, ce qui est projet pas mal. bébé. Et du coup, bébé est arrivé et là je me suis dit non, en fait, faut que je change. J'y suis retournée et je me suis dit non, en fait, faut que j'ai un autre projet. C'était pas juste le projet bébé, faut que j'ai un autre projet. Mais je savais pas quoi. Il y a rien qui me prédestinait à la petite enfance. D'accord. Même si j'ai toujours bien aimé les enfants, les jeunes enfants plus jeunes. Je me souviens quand j'étais ado, quand on allait chez des amis qui avaient des bébés, un bébé qui pleurait se retrouvait dans mes bras ne pleurait plus. D'accord. On disait toujours c'est bizarre. Avec toi, il pleure pas, il y a un truc, bon, voilà. Mais après, mis à part ça, rien m'a rapproché. Bon, je pense que effectivement la maternité quand même m'a quand même rapproché de ça, évidemment. Donc on s'intéresse à ça, on est dedans, enfin on le vit à travers son bébé, les premiers mois. Et t'as pas eu de problème de garde qui pourrait expliquer non? Alors oui et non, j'ai pas eu de problème de garde parce que chez C'est Moi, on avait la chance d'avoir des berceaux entreprises. Donc on avait des places en crèche qui nous étaient réservées, donc j'ai pas eu de problème pour la garder. Par contre, le jour où je l'ai amenée à la crèche, je me suis dit c'est pas là que je voudrais qu'elle soit. D'accord. Voilà. Donc là, ça a commencé un peu à travailler et puis mon
cousin, qui est entrepreneur, avait à l'époque une compagne avec qui il a ouvert une micro-crèche. Mhm. Il me dit, ouais, depuis, ils s'étaient séparés, mais il me dit, ça te dit pas qu'on fasse une micro-crèche Elle a pris goût à la micro-crèche. Voilà. D'accord. Il dit, moi, je sais comment on fait. Je te fais le bâtiment et puis toi, tu le prends en gestion et tu te lances. Bon, voilà, il a lancé un petit peu ça comme ça. Mais sérieusement, pour la déconne quand il a Non, lancé ça. sérieusement, Ouais, sérieusement. Ça t'a Et fait. ça m'a fait réfléchir et mon mari m'a dit, écoute, vas-y, je te soutiens. Moi, j'ai un boulot stable. S'il y a besoin de t'aider financièrement, je suis là, je fonce pour la famille. C'est le moment. Vas-y, je te Génial. soutiens. Donc, du coup, allez, c'est parti. C'est parti. Je suis allée voir mon employeur. Je lui ai dit, je veux faire une conversion professionnelle. J'ai eu beaucoup de chance parce que chez C'est Moi, c'était quand même une entreprise où quand les gens n'étaient plus à leur place, ils faisaient en sorte de les aider pour rebondir Ouais. et pour voilà, les laisser partir en bon terme pour avoir d'autres personnes qui arrivent et qui ont envie. Ouais. Et voilà, ils nous retenaient pas. Enfin, C'est voilà. bien ça. Donc c'est bien. De partir en bonne entente, C'est sans ça. animosité. C'est Enfin, ça. Et du coup, ils m'ont soutenue dans mon projet de reconversion. À l'époque, ça s'appelait le fonds GESIF. Donc c'était la ah oui, t'as dû forme. faire une formation. Voilà. Alors. Ouais. Oui, j'ai dû faire une formation. Donc j'ai passé mon CAP petite enfance. Mhm. Donc j'étais toujours employée chez C'est Moi, mais pendant quasiment un an, je suis partie en formation. Donc j'avais mon salaire qui était maintenu. Ah oui, bel accompagnement. Voilà. Donc Confortable en plus. T'as pas cette confortable, pression-là. Ouais. exactement. Donc j'ai monté un dossier pour faire un projet de formation pour une reconversion qui a été accepté et par mon employeur et par la région, parce que c'est du coup la région qui finançait ça finalement. D'accord. Et voilà, et me voilà partie faire mon CAP avec un bébé qui avait 7 mois. Oh là là, ça doit être sport quand même. C'était sport. Il a fallu pendant ça, en parallèle, gérer la construction de la crèche. Ah, parce que t'as vraiment tout fait en même temps, C'est quoi. ça. Ou quitte à y aller, autant y aller franco. Voilà. Ok. Donc, Donc ça a été une année costaud, très fatigante, ah oui, j'imagine bien, ouais. Parce que très bébé très 7 mois, C'est ça. les dents, les premiers pas, la totale. Oh là là, j'ai Tout, un flash. tous les stages où on a perdu toute son immunité. Alors entre les maladies de son enfant, les maladies des enfants qu'on garde. Et oui. J'ai été malade pendant un an. J'ai eu 3 fois la gastro. J'étais tout le temps enrhumée. J'ai eu la grippe. J'ai tout eu. C'était juste affreux. J'étais tellement épuisée qu'il y avait des moments où j'allais dans les toilettes et je m'endormais sur les toilettes. Ah ouais. J'en pouvais plus. Et parce que les cours, il fallait quand même les Et il bosser faut suivre les aussi. Ouais. cours. Du coup, c'est le soir, quand bébé est couché. Moi, pendant un an, j'ai pas passé une soirée avec mon amoureux à regarder un film parce que je m'enfermais dans le bureau pour bosser. Et ouais. Parce que en soi, je savais au fond de moi que le CAP, j'allais l'avoir parce que le niveau était quand même accessible. Mais j'avais cette pression de me dire, faut absolument que je l'ai, quoi. Enfin, oui, il y a ça. Et puis, il y a la création de l'entreprise voilà, c'est ça. qui demande du boulot, ton business plan, toutes ces choses-là, ouais. C'est ça. Donc, voilà. Donc, il faut tout monter. Il faut monter la boîte. Il faut faire les crédits à la banque. Il faut recruter. Il faut écrire le projet. Il faut faire tous les papiers qui concernent pour les le autorisations. RH, les autorisations, les rendez-vous. Enfin, Et parce que tu dépends du conseil départemental sur les autorisations et de la CAF. Oui, donc tu as aussi des dossiers à faire. Donc, tu t'es pas facilité du tout la vie, quoi. Ah non, ça a été vraiment chaud. Ah ouais. Ça a été une année très, très intense. Et tu t'es fait accompagner, au-delà de la formation du CAP, tu t'es fait accompagner sur la partie création d'entreprise ou création micro-crèche à proprement parler? Création micro-crèche, pas trop. J'avais les connaissances qu'avait mon cousin sur sa première expérience. Première expérience. Donc j'ai eu la chance quand même d'être. Alors nous, on dépend directement de la protection maternelle infantile. Ouais. Il y avait une équipe qui était vraiment géniale à l'époque, qui soutenait énormément les micro-crèches, donc
qui m'ont quand même pas mal aiguillée. J'avais l'ancienne compagne de mon cousin aussi qui me donnait quelques conseils. Sympa. Puis je me suis rapprochée aussi d'autres gestionnaires de micro-crèches dans les PO qui m'ont donné pas mal d'infos. À côté de ça, j'ai aussi fait une formation de management parce que même si je faisais un peu de management chez C'est Moi, c'était pas vraiment direct. Ouais. Donc je voulais avoir quand même un petit peu les bases de ça. Je me suis un petit peu replongée aussi dans mon premier métier, tout ce qui était. Alors moi, j'avais fait des études dans la gestion administrative des PME PMI. Oui, donc on est en plein dedans. Hein. Voilà, donc voilà. Donc oui, ça a été. Ouais, ça a été sport. Ça a été sport. Ouais. Ça a été sport. J'étais sur les rotules à l'ouverture de la première crèche. Ouais. Et parce que du coup, en plus, tu y allais en étant opérationnelle, t'étais pas juste dirigeante de la structure. Ah non, là, j'étais vraiment au charbon, comme on dit. Quoi. Ouais. Là, j'avais 2 ans de chômage devant moi. J'ai quitté C'est Moi en juillet, officiellement. Et en septembre, j'ouvrais la crèche. Donc, j'ai passé tout mon été à faire les peintures dans la crèche, monter les meubles, tout ça. Et en septembre, on ouvrait. Et là, Et t'avais déjà recruté des familles en plus? J'avais recruté des familles, j'avais 2 employés, j'étais avec elles sur le terrain et donc pendant la première année, alors j'avais énormément de chance parce que du coup, j'avais ma fille avec moi. Ah ouais. Donc j'ai beaucoup bossé. Vieille à la crèche. Voilà. J'ai beaucoup bossé la première année, mais j'avais ma petite avec moi, donc c'était sans ce sacrifice-là finalement. Ouais. Et après, le soir, après la journée de crèche, à la maison, je faisais les papiers. S'il fallait gérer toute la compta, tous les la vie d'une entreprise PME PMI. C'est ça. Ah ouais. Donc pendant 1 an, j'ai fait ça. Je faisais le week-end les papiers. Le week-end, j'allais à la crèche pour faire visiter les nouvelles familles. Oui, parce que oui, le chef d'entreprise en petite, là on est carrément sur une TPE. Voilà. Il fait tout. J'ai quasi bossé. Que le chauffe-eau qui n'a pas changé et encore. Peut-être même que tu as des connaissances en tuyauterie avec ta première expérience. Ah oui, c'est vrai, j'ai tout fait. J'ai tout fait. Et du coup, parce que t'as fait aujourd'hui, tu es sur le 3e projet. Tu t'es lancé dans la création d'une 3e structure, enfin une 3e micro-crèche. Ouais, c'est ça. Donc à quel moment t'as dupliqué le 2e modèle, tu l'as sorti Alors le 2e modèle, ça a été pareil que la première avec mon cousin qui m'a dit allez, on en fait une autre, ça va le faire. Il peut pas se mettre genre au tarot ou un truc comme ça le week-end quand même. Tu vois, il y en a qui vont au golf et tout. Non, le gars, il sait pas quoi faire de ce week-end, il veut pas des crèches. Donc, voilà, du coup, allez, 2021, on s'est lancé. Ça prend à peu près 1 an et demi, on va dire, en administratif pour ouvrir une micro-crèche. D'accord. Donc, mi-2021, on se lançait. 2 janvier 2023, on ouvrait. D'accord. Voilà. Et là, la 3e crèche prévue pour Et là, la 3e, pour l'automne. Et là, mon cousin, il m'a dit, allez, tu peux le faire. T'es une grande fille. T'es une grande fille. Maintenant, t'as les reins solides. Tu vas voir la banque et tu fais ça toute seule, comme une grande. Et c'est ce que j'ai fait. Et du coup, ça là, c'est moi seule. Toute seule à la banque. Voilà, toute seule. Toute seule. C'est génial. Voilà. Et c'est vrai qu'il y a des besoins sur le territoire. Alors moi, je suis de la même région que toi, donc on est le secteur perpignanais. Et c'est vrai que quand j'étais enceinte, j'avais cette idée que dans les grandes villes, à la ville là-bas, ils avaient du mal à regarder leurs enfants. Et moi, je me disais, oh c'est bon, on est large. Hein. Mais je me souviens, j'étais enceinte encore je devais être à 8 mois de grossesse. J'allais visiter des structures parce que j'avais pas de place. En plus, il paraît maintenant, je sais qu'il vaut mieux faire des bébés qui naissent en mai-juin pour qu'ils rentrent à la crèche en septembre. Moi, j'ai accouché en février, alors j'étais vraiment dans la mauvaise période. Et il y a vraiment, il y a des besoins partout en France, pas uniquement à la ville. Ouais. Et donc c'est vrai que là, t'es à 3e crèche. Je suis persuadée que tu as déjà des gens qui sont en demande pour ton ouverture en fin d'année. Oui, j'ai déjà des enfants inscrits alors qu'elle est même pas construite. Oui, c'est fou. Et ces enfants ne sont même pas nés potentiellement, quoi. Et il y en a qui sont pas nés. C'est dingue. Ouais. C'est dingue.
Donc finalement, la France procrée, contrairement à ce que certains disent. Oui, c'est vrai que on a de la demande. Et puis après, bon, ben, on se fait un peu une place aussi, je pense. Les gens parlent beaucoup entre eux, ils se filent des tuyaux. Enfin, après, c'est des générations qui se connaissent un peu tous. C'est petit chez nous, donc tout le monde se connaît, donc c'est vrai que ça va vite. Et justement, tu parles, tout le monde se connaît. Moi, j'ai en tête toutes ces affaires médiatiques dont on a entendu parler sur les micro-crèches. Enfin, moi, j'ai eu la même, hein, côté résidence senior, Ah bah oui, EHPAD, maison de retraite, tout le monde était dans le même chacun son panier. tour. Voilà, hein, il y a 2-3 ans en arrière, c'était les couches pour seniors. Cette année, c'était les couches pour bébés. C'est ça. Tu l'as ressenti, toi, au Pas quotidien? trop. Moi, je l'ai pas ressenti. J'attendais de voir si les parents allaient nous en parler. Parce qu'il y a eu pas mal de drames qui se sont accumulés en un peu de temps. Et je pense que vraiment, chez nous, les parents, ils sont vraiment en confiance. Et du coup, on n'a pas eu de questions, pas du tout. Enfin, on l'a pas ressenti. Là, ces derniers mois, c'est plus compliqué parce que ils nous ont annoncé des choses assez drastiques, surtout pour les micro-crèches. Hein, ils sont vraiment après les micro-crèches. Donc ça a été un peu plus compliqué, mais c'est plus côté administratif, tu vois, où ils sont en train de nous corser l'affaire. Ouais, beaucoup de contrôle comme on a eu dans les Voilà, c'est établissements. ça. Mais Ce qui est logique aussi quand on ouais. comme tu dis, c'était des drames, des Oui. situations vraiment terribles, Ouais. des abus. C'est ça. Fort heureusement, c'est localisé, identifié et ça C'est ne ça. ça représente pas du tout le secteur. Non, voilà. C'est une généralité. Je pense que c'est un peu comme tout. Ah ouais, mais ça fait de Les l'audimat. médias, voilà, les médias Voilà. aiment faire couler de l'encre. Donc, mais non, ça va. Enfin, moi, je me suis pas trop sentie visée par ça. Enfin, j'ai pas eu d'inquiétude, j'ai pas ressenti d'inquiétude que ce soit au niveau de mon personnel que des parents. Bon, t'étais prête à y faire face C'est et t'as ça. pas eu C'est de difficulté là-dessus. Non. C'est une bonne chose. Et juste pour situer pour l'audience, une micro-crèche, c'est quoi exactement? Si tu pouvais le définir en quelques mots. Bah, une micro-crèche, c'est comme une crèche, mais en plus petit. Nous, on accueille 12 enfants chaque jour. Ils viennent pas tous les jours, donc il y a à peu près 20 enfants inscrits par micro-crèche. D'accord. Et c'est des enfants qui vont de 2 mois et demi, donc fin du congé maternité, jusqu'à 3 ans et un peu plus pour ceux qui sont de début d'année. Et on peut aussi accueillir des enfants qui sont déjà scolarisés et qui reviennent à la crèche parce que ils ont leurs petits frères ou petites sœurs qui sont à la crèche et ils reviennent le mercredi pendant la première année scolaire. D'accord. Le mercredi, les vacances scolaires. Voilà. C'est des tout petits toons en structure toute C'est petite. ça. Ils sont tous mélangés, ils vivent ensemble, petits et grands. Nous, on n'a pas de secteur parce que c'est tout petit. Ouais. Les grandes crèches, eux, ils ont plusieurs salles, ils peuvent séparer les bébés, des moyens et des grands. Nous, on est vraiment tous les 12 enfants ensemble tout le temps. Et on s'adapte en fonction. Mais après, c'est exactement le même fonctionnement qu'une crèche. On a du personnel qui est diplômé obligatoirement. C'est juste, voilà, c'est plus petit collectif. C'est plus petit collectif. Et la différence avec une MAM, une maison d'assistante maternelle? Alors, une MAM, c'est une maison où plusieurs assistantes maternelles se retrouvent. Elles peuvent être jusqu'à 3. Et alors, sur le principe, c'est un peu le même fonctionnement, hein, puisqu'au final, elles ont des agréments de 4 enfants, donc ils peuvent être jusqu'à 12 aussi. Donc c'est comme un peu une micro-crèche. Après, la différence, c'est que l'assistante maternelle, elle est employée par le parent. D'accord. Nous, en micro-crèche, c'est un service que le parent achète. Donc, il ne nous emploie pas. On n'a pas de contrat de travail entre eux et nous. On a un contrat de service. Et du coup, si l'assistante maternelle est malade, ça devient le problème du parent. C'est ça. Ok. Voilà. C'est la différence. C'est la subtilité entre les deux. C'est l'assistante maternelle. Si salarié qui est malade, c'est ton problème. Voilà. Quand même les gamins, quoi. Nous, si quelqu'un est malade, on s'organise de façon à pouvoir continuer notre service et accueillir les enfants. J'ai ma sœur qui a son petit en MAM et effectivement, à chaque fois quand
enfin, à chaque fois, elle est pas malade tout le temps, cette pauvre dame, mais quand elle est malade, Oui, elle récupère le petit. Et moi, je comprenais pas. J'ai dit, mais enfin, moi, quand elle était en microcrèche, la mienne, et non. si elle avait des malades, parce qu'il y en a, hein, Oui, il y en a tout le temps, oui. il y avait pas d'impact. Hein. Ouais, mais non, puisqu'on se remplace. Ouais. Voilà. Donc, du coup, enfin, ou alors, on embauche quelqu'un d'autre qui peut remplacer. Et voilà, ça fait partie en tant que dirigeante de l'entreprise, ton problème, quoi. Voilà, c'est ça, c'est mon problème. Une charge mentale et le que tu dois service, assumer. il doit être fait, quoi qu'il arrive, quoi. Quelles ont été tes plus grands doutes ou tes plus grandes peurs avant de te lancer? Bon, t'étais épaulée par ton cousin qui avait déjà un petit peu d'expérience, mais bon, j'imagine quand même. Ben oui, c'est flippant, hein. Et comment t'as surmonté tout ça alors? Bah, je pense que j'étais déjà bien entourée. Mon mari, il m'a beaucoup soutenue. Mes parents, ils sont aussi entrepreneurs. J'ai toujours baigné un peu là-dedans, donc ouais, bah, on a quand même une famille, on se dit que bah, il va falloir assurer, donc on a un peu la pétoche que ça marche pas. Ouais. Donc quand c'est la première, en plus, on se dit est-ce que vraiment je vais avoir des familles qui vont venir, j'ai pas d'expérience, ça peut leur faire peur. Ouais. Donc bon, c'est vrai qu'on se dit on embauche des gens, enfin on a cette responsabilité, ils ont besoin d'un travail, ils ont besoin d'un salaire, ils ont aussi ils doivent aussi s'occuper de leur famille et ramener leur salaire à la maison. Ouais, tu sens toute la pression. Donc là. donc il y a pas mal de pression et puis moi je débute, je ne connais pas. Et alors qu'est-ce que tu as fait pour digérer un petit peu tout ça? Tu faisais de la je pense méditation? que j'ai fait plein d'erreurs. C'est ce qui permet d'avancer. On se trompe et ensuite on repart. Et du coup j'ai fait des erreurs et on le fait une fois et pas deux. Et donc et c'est comme ça, c'est avec le temps en fait, c'est l'expérience qui a fait que je me plante une fois et puis je refais pas et je fais autrement et ça marche mieux. Et puis moi j'adore être formée, donc je suis souvent en formation. Pour te remettre en question. Voilà, essayer de me remettre en question tout le temps. Et tu parles d'erreurs. Est-ce qu'il y en a une particulièrement qui a vraiment été formatrice justement? Oui, je pense qu'il y en a une effectivement. Oui, après, je pense que c'est vraiment la gestion du personnel qui est le plus, enfin, pour moi, le plus compliqué. Il faut savoir mettre les bonnes barrières. Donc oui, je pense qu'avec une des salariées, j'ai eu un gros couac qui a failli faire fermer la crèche. Et du coup, effectivement, là, c'est formateur. On refait pas les mêmes erreurs, quoi. Ouais. Voilà. Et surtout que toi, t'as quoi, 2-3 salariés par établissement? Et 5. 5, ouais. Ouais. Donc il y a cet aspect difficile entre la proximité, la hiérarchie, j'imagine, à gérer aussi. C'est ça. Ce qui est difficile, c'est tant que j'étais sur le terrain, c'est compliqué parce que j'ai 2 casquettes. Je suis la patronne, mais je suis la collègue. Ouais. Et c'est vrai que dans les débuts, j'ai pas le choix. Hein, je mets la main à la pâte et moi j'estime que pour pouvoir les accompagner, il faut aussi que j'y sois allée sur le terrain pour savoir ce que c'est. Mais bien sûr, c'est évident. Donc il faut passer par là et puis pour lancer la boîte, de toute façon, il y a pas le choix. Hein. Enfin moi, j'ai touché mon chômage pendant 1 an et demi pour pas me verser de salaire, pour pouvoir avoir de la trésorerie et réussir à avoir des reins solides. Et bon, ça c'était important de le faire, quoi, mais c'est vrai que j'avais ces 2 casquettes. Donc ça, c'est compliqué de mettre des barrières, et on fait des erreurs et on apprend de ça. Et puis après, en grandissant, forcément, j'ai pris beaucoup de recul sur le terrain parce que je pouvais pas. Là, on peut plus être je pouvais plus gérer 2 structures, être sur le terrain, c'était pas possible, quoi. Parce que là, tu vas te retrouver à une quinzaine de salariés. C'est ça. Oui. Tu es toute seule aujourd'hui à diriger ou tu as pris quelqu'un en assistance justement? Oui, non, aujourd'hui on est 2. On est deux à gérer au bureau. Donc j'ai une collaboratrice qui est ce qu'on appelle dans le jargon des crèches la référente technique. D'accord. Voilà, c'est un peu la directrice en fait. Hein. Ouais. Aujourd'hui, là en fait vraiment en passant à 3 structures, elle va devenir la directrice. Et moi je serai la gestionnaire de ces entreprises, mais je serai pas la directrice. Non, mais du coup c'est d'autres enjeux derrière. Et ouais.
pas évident de C'est les ça. déléguer aussi. C'est ça. J'ai mis du temps à trouver la bonne personne. Je l'ai trouvée. Tant mieux. Donc non, ça va. Puis j'ai la chance vraiment d'avoir des pros et des personnes vraiment bien qui m'entourent dans mes équipes. Donc Le recrutement est bon. ouais, le Ça y est, recrutement t'as est trouvé le bon. bon équilibre. C'est Ouais. génial. Qu'est-ce qui te rend la plus fière dans tout ce parcours, justement? Ah ça c'est une bonne question. J'avais lu tes questions et celle-là, Ah bah oui, j'ai tu l'as pas. fait sur tes fiches, hein. Parce que Ben, comme tu fais partie des gens qui font des fiches. Ah, je le dis pour l'audience, je suis arrivée, elle a 15 Bristol avec des couleurs. Ah ouais. Je t'ai dit, je suis pas Claire Chazal, moi. Donc, ben, en fait, je sais pas, je ressens pas vraiment un sentiment de fierté. Euh, j'ai fait ce que j'avais à faire. Je me sens pas plus fière que ça. C'est vraiment le regard de mon entourage quand j'en parle avec des amis proches qui me disent waouh, tu te rends compte? Et en fait non, je me rends pas compte. Je crois. Euh, moi, ça me paraît pas si terrible que ça. Ça me paraît pas si grand que ça. Donc je ressens pas vraiment de fierté que ça. Enfin, en même temps, je me dis toujours si j'étais pas aussi bien entourée que autant dans ma vie perso que dans ma vie professionnelle, parce que voilà, j'ai des deux côtés, j'ai des gens qui sont là, qui me soutiennent, qui m'aident. J'ai pas fait ça toute seule en fait. ouais. Donc pas fière de moi. Tu pourrais être fière de toi. Ouais, t'as la modestie, ta modestie te Ouais. sert. Mais si, tu peux être fière de ton parcours, quand même. Oui, oui, mais c'est vrai que T'as réussi ta reconversion oui, j'ai professionnelle. réussi ma reconversion Ça, c'est une professionnelle. fierté, j'imagine. Oui, c'est une fierté, oui. Enfin, ouais. Non. C'est bien. Elle est pas convaincue. C'est bien, mais Tu méditeras sur cette question. c'est vrai. Comment tu as géré la croissance de ton entreprise? Donc, on parlait de la première crèche, la deuxième, bientôt la troisième. Bon, la deuxième s'est faite un peu poussée par ton cousin, si je comprends bien. C'est ça. Tu l'aurais pas de toi-même lancé ce projet? Si, je l'aurais lancé, je pense. Pas aussitôt, Ouais. mais si je l'aurais lancé. Je l'aurais lancé parce que c'est vrai que en peu de temps, on a eu beaucoup plus de charges. Et je me souviens, mon comptable me disait toujours dès le départ, une c'est bien, deux c'est mieux, trois c'est top. D'accord. Donc je lui disais toujours si j'en ai trois, je vais divorcer. Et oui, effectivement, c'est vrai que ça aide finalement de grossir un peu parce que ben au niveau des charges, quand même assez assassiné. Oui, donc ça te permet d'amortir les frais structurels, Ça, les frais voilà, fixes plus, voilà. Ben, on est plus gros, donc on est plus fort, on peut mieux négocier. tout ce qui est prix, tout ça, Voilà, évidemment. c'est ça. Et après la troisième, il y aura une suite ou tu t'arrêtes à 3? Alors, je m'arrêterai à 3 parce que c'est pas mon projet de grossir là-dessus. En fait, moi, je veux que ça reste à taille humaine parce que déjà, j'ai besoin de pouvoir continuer à connaître les familles que je reçois, à connaître les enfants qui sont dans mes crèches. C'est ce qui te plaît aussi, si je Voilà, comprends bien. c'est ce qui me plaît aussi. Moi, je mets un point d'honneur à recevoir les familles, enfin, toujours le premier contact. Je veux arriver à garder ce côté familial parce que c'est pour ça aussi que je l'ai fait. Donc, je ferai peut-être autre chose, Ouais. mais je pense pas que j'en aurais. Je peux pas dire jamais. On dit, on sait Oui. jamais, mais c'est pas mon projet. D'accord. Et donc l'avenir de l'entreprise, tu le vois pérennisé avec ces 3 crèches? Oui. Oui, je me fais pas trop de soucis. Je pense qu'on continuera toujours à avoir des bébés. Je veillerai toujours à ce que ça se passe bien. Donc, il y a pas de raison. Voilà. Et l'avenir du secteur des micro-crèches en général? Moi, je pense que ça va aller. C'est toujours pareil, hein, les bonnes structures, les bons gestionnaires vont C'est continuer à faire ça, du en bon fait, boulot, quoi. je veux dire, voilà. Si on est une bonne entreprise, que les gens se sentent bien chez nous, les familles se sentiront bien chez nous, les enfants seront bien. Donc voilà, c'est un cercle vertueux. On est arrivé au bout des questions que je t'avais envoyées. Voilà.
Donc là, j'en ai quelques-unes que je t'ai pas envoyées. Surprise. Surprise. Tu n'as pas pu faire de fiche sur celle-là. Bon, ceci dit, je sais que tu écoutes le podcast régulièrement. Tous. Oh là là. Je suis la première fan. Ah, merci, c'est gentil. Oui, bon, donc du coup, j'ai pas trop de suspense sur les questions, tu les as déjà entendues. Quelle est ton héroïne dans l'histoire et pourquoi, Stéphanie? Alors, j'ai pensé à ça. Parce que depuis que je suis dans la petite enfance, il y a quand même une dame dans l'histoire qui a changé beaucoup de choses dans la petite enfance. C'est Maria Montessori. Quand on a eu des enfants, on a tous entendu parler de Montessori. Oui, on est tous persuadés que c'est des jouets juste beaucoup plus chers parce que c'est écrit Montessori, mais il y a une vraie raison derrière tout ça. Donc j'ai pensé à cette dame parce qu'elle a fait vraiment beaucoup de choses pour les enfants porteurs de handicap, voilà. Mais il y a quand même une femme, alors ça doit revenir souvent, mais il y a quand même une femme, pour moi, qui a marqué l'histoire. Et alors, hier soir, je suis tombée sur un reportage sur elle, en plus, donc j'ai regardé. C'est Simone Veil. Eh oui. Ouais. Parce que, mais c'est agaçant, elle revient tout le temps, mais c'est vrai. Et initialement, je posais cette question, pour voir si on avait d'autres modèles féminins qui nous viennent, et spontanément, c'est Simone Veil qui revient en numéro 1. Ouais, mais alors après, elle a marqué l'histoire de son empreinte. Et moi, on a dû tomber peut-être sur le même reportage. Moi, j'ai découvert. Donc pour moi, c'est la lutte, le droit à l'avortement. C'est ça. La dépénalisation. C'est ça. Mais elle a quand même fait beaucoup pour les prisons françaises. Enfin, elle est quand même fait rentrer du goulag à la modernité. C'est ça. Et j'étais pas du tout. Enfin, moi, son parcours-là, je le connaissais pas. Du tout. C'est ça. Et c'est ce que j'ai beaucoup aimé dans ce reportage hier soir, c'est que du coup, on a appris plein d'autres choses. Et puis son histoire de vie, ce qu'elle a traversé, c'est quand même énorme. Tout ce qu'elle a donné, tout ce qu'elle a donné après avoir traversé tout ce qu'elle a traversé. C'est quand même. Il fallait avoir une sacrée force de caractère. On est bien d'accord. Donc c'est quand même à elle que je pense en premier. Quelle faute t'inspire le plus d'indulgence, Stéphanie? Je pense que c'est la maladresse. Parce que tu es très maladroite, c'est ça? Non, pas. Alors plus dans les paroles. Des fois, il y a j'ai pas forcément les bons mots. D'accord. Et du coup, voilà, c'est pas grave, je passe. Ouais. Ce qui compte, c'est les actes, c'est pas ça. C'est ça. Bon, il faut pas trop casser de choses quand même non plus. Non. Et la chanson qui te motive quand t'as le moral dans les chaussettes, mais alors par contre tu la chantes. Ah là là, c'est dur ça. Famille Berry. Cookie Dingler. Alors, un petit peu de refrain, vas-y. Je me rappelle même plus. Être une femme, c'est pas si facile. Merci beaucoup, Stéphanie, pour tout ce partage, cette bonne humeur, et puis la chanson qui va me poursuivre toute la reste de l'après-midi. Voilà, exactement. Et à tous les auditeurs aussi. C'est ça. Merci beaucoup. Merci, Audrey. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère que tu repars avec de l'inspiration et de nouvelles perspectives pour avancer avec confiance. Si cet épisode t'a plu, pense à t'abonner pour ne rien manquer des prochains. Et surtout, n'hésite pas à laisser un avis plein d'étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée. C'est le meilleur moyen de soutenir le podcast et de faire grandir notre belle communauté. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode, toujours aussi décalé et inspirant. À bientôt dans la Cheftaine.